J'avais envie de présenter ce matin la leçon 126, c'est équation en arithmétique qui a remplacé l'équation diophantienne. En passant de diophantienne à arithmétique, on est passé en gros de finalement équation sur Z à équation sur Z sur PZ, sur Q, sur tout ce qui est arithmétique ou FQ, etc. Donc du coup, ça crée une leçon qui a un spectre beaucoup plus large. Et la difficulté est surtout de classer les choses, parce qu'on sait toujours des choses dessus, mais après, il faut bien les classer. Je vais faire une petite présentation euh, en classant les choses par outils, et après, je détaillerai un peu plus en classant les choses par type de résultat. Alors d'abord, les problèmes diophantiens ou les équations diophantiennes déjà, elles arrivent avec les problèmes de divisibilité, des problèmes de reste, donc finalement des problèmes assez concrets de combinaison Z linéaire. Par exemple, vous avez le fameux problème du score en rugby où le Loup a gagné contre Paris 35 à 34 et il faut savoir combien il y a eu de pénalités, combien il y a eu d'essais. Des choses comme ça, c'est pas unique, hein, la solution, si vous attaquez ça. Euh, les problèmes diophantiens nous viennent aussi naturellement des équations aux classes dans les groupes. Alors ça, c'est très régulier parce qu'on a des nombres d'orbites, on a des cardinaux de groupe, cardinaux stabilisateurs, etc. Donc on a une équation aux classes et ça nous donne souvent, ça donne souvent lieu à des équations diophantiennes. Les problèmes de polyèdres, de graphes, il faut bien voir que les polyèdres sont soumis à des contraintes. C'est des contraintes euclidiennes et des contraintes topologiques. Euh, on arrive, quand on veut classer des polyèdres semi-réguliers ou des choses comme ça, par exemple les solides platoniciens, on arrive à des problèmes, alors, et plus généralement des problèmes de graphes, parce qu'on a un lemme des poignées de main hein, qui arrive, et on arrive à des équations de type diophantienne, et puis aussi dans le codage, avec par exemple les courbes elliptiques. Bon, alors tout ça nous donne des équations dans Z, qu'on peut regarder dans Z sur PZ, qu'on peut ensuite regarder sur FQ, et ce sont des équations en arithmétique. On a aussi évidemment des systèmes d'équations. Voilà, on va essayer de parler de tout ça. Alors donc j'avais dit que je classais les choses par outils. 1, arithmétique, 2, dénombrement, 3, la réduction, et 4, les problèmes de groupe et de géométrie. Voilà les outils. Hein. Alors d'abord, l'arithmétique des anneaux. Qu'est-ce que j'appelle l'arithmétique des anneaux? C'est ce qui va de euclidien, trouver un anneau euclidien, jusqu'à factoriel en passant par principal. Voilà. On voit déjà c'est intéressant de regarder juste l'équation dans Z, xy égale 12, et de voir oui, il va y avoir 1, 12, 3, 4, 4, 3, 12, 12, 1, et puis les opposés, il faut tout multiplier par moins 1. Alors, d'où vient ceci? C'est l'unicité de la décomposition en nombre premier qui nous donne ça. Alors bien sûr, j'avais oublié 6, 2 et 2, 6, vous avez remarqué, hein, mais je n'ai pas fait exprès. Euh, alors, ce qui nous donne ça, c'est l'unicité de la décomposition en facteur premier, d'accord? Et qui est unique à permutation près, ça c'est une chose, mais aussi à unité près. Ça nous demande de connaître dans un anneau la factorialité, donc ça c'est très fort, on est très fort, mais une fois qu'on a la factorialité, il faut connaître les inversibles, parce que c'est un peu l'inconnu dans l'identification que l'on a et dans l'unicité de la décomposition. Voilà. Alors par exemple, je parle de x2 moins y2 égale 12, donc on voit qu'on peut commencer à faire des équations de degré 2, hein, puisque sur z, puisqu'on factorise x moins y, facteur de x plus y, et du coup on attaque avec la factorialité en faisant le changement de variable qui est ici. Voilà, donc ça c'est une petite introduction, et tout de suite, on va quand même attaquer le degré 1, avec le lemme de Gauss, hein, d'accord? Donc
vous voyez, quand vous avez quelque chose du type AB égale CD, et vous avez donc A qui divise le membre de gauche, donc qui divise le membre de droite, et si A a la bonne idée d'être par exemple premier avec D, et bien A divise C. Alors ça, c'est une utilisation qui a lieu dans les anneaux factoriels. C'est même une caractérisation des anneaux factoriels lorsqu'on sait qu'on a une existence de décomposition en premier, et qui nous donne lieu à une paramétrisation, parce qu'à partir du moment où A divise C, ça veut dire que C égale KA. Et ça y est, vous avez un paramètre. Parce que résoudre une équation, en fait, ça revient à transformer une équation implicite en une équation paramétrique. Hein, voilà. Bon, donc voilà une chose. Alors le lemme de Gauss va servir aussi dans un autre cas. Par exemple, si vous avez P, un polynôme, à une variable P de x à résoudre P de x égale 0, mais quand x est dans Q, alors, en posant petit x égale grand X sur grand Y, avec x et y dans Z, qu'on peut estimer être premier entre eux, eh bien, ça nous donne une homogénéisation. On multiplie par y puissance n, où n est le degré de p, et ça nous fait un polynôme à deux variables, mais cette fois-ci homogène, p de x, y égale 0. D'accord? Et là, on remplace petit x puissance k, à chaque fois qu'on a petit x puissance k, on se retrouve avec grand X puissance k, y puissance n-k, hein, n étant le degré de p. Et là, on peut utiliser le lemme de Gauss de divisibilité. Et vous voyez que ça nous a servi pour résoudre une équation dans Q. Donc on passe, c'est intéressant de passer du corps Q à Z. Par exemple, pour pouvoir appliquer des choses d'arithmétique style lemme de Gauss. Et utiliser de la factorialité, utiliser ce qui est précieux dans les anneaux. Alors ça c'est le côté, je suis sur un corps et je préfère être sur un anneau parce que j'ai des propriétés de factorialité qui sont précieuses. Mais je peux aussi passer d'un anneau à un corps. Par exemple, si j'ai l'équation x2 plus y2 égale z2, l'équation de Fermat, eh ben, je peux, si x et y et z sont entiers, je peux diviser par z2, parce que c'est une équation homogène, et me ramener à une équation du type x2 plus y2 égale 1, mais cette fois-ci, x et y sont dans Q. Et ça veut dire que là, cette fois-ci, je suis content d'être dans un corps, parce que je peux inverser tout ce que je veux. Je peux utiliser des groupes sur un corps, des groupes, des GL2 de Q, etc. Et ça a aussi un intérêt. D'accord? Donc, voir que les deux sont intéressants. On verra ce qui se passe sur Q un peu plus tard, parce que ça, c'est vraiment typique. Hein. De toute façon, même l'équation de Fermat, xn plus yn égale zn, a été résolue en passant par des courbes sur Q. Alors après, on peut aller un petit peu plus loin, et quand on a quelque chose de plus difficile, par exemple, si on a x2 plus y2 égale quelque chose, ou plus 2y2 égale quelque chose, égale 5, eh ben, c'est de travailler sur un anneau, hein, z de i racine de 2, dont lui, on va montrer qu'il est factoriel, hein, en montrant qu'il est euclidien. Et là, il y a toute une théorie des sous-anneaux de C, qui est pas tellement une théorie, mais plutôt une pratique, où il faut montrer que c'est euclidien en regardant des mailles, et puis, toujours pareil, vous voyez, chercher les inversibles pour pouvoir faire cette identification donnée par le TFA. Maintenant, je veux passer au dénombrement, et là, on a les séries génératrices. Oui, parce que pourquoi le dénombrement rentre là-dedans? Si on veut montrer qu'il existe des solutions, on peut compter les solutions. Et par exemple, si on a une suite d'équations où on a un membre de gauche et puis on veut qu'il soit égal à petit n, où n va décrire les entiers positifs, on peut créer une série génératrice du nombre de solutions. C'est toujours intéressant. Les sommes de Gauss aussi qui viennent nous aider hein,
dans des recherches de solutions, par exemple dans la réciprocité quadratique, les dénombrements modulo P. Alors ça, par exemple, dans le lemme de Gauss, on cherche à résoudre l'équation x puissance p égale e dans un groupe, où p est premier, p qui divise l'ordre du groupe, et on dénombre le nombre de solutions, modulo p. Ça, c'est intéressant. Donc la technique de dénombrement est assez bien. Bon, les actions de groupe avec la formule des classes, donc sur l'ensemble des solutions d'une équation, par exemple si vous avez une quadrique sur Fp, donc une quadrique, c'est l'ensemble des U tels que Q de U égale une certaine constante, eh bien vous faites agir le groupe O de Q. Si vous savez quel est le cardinal de O de Q, et si vous savez quel est le cardinal du stabilisateur, vous pouvez décomposer en orbites. Et puis généralement, l'action de O de Q est transitive sur les quadriques, sauf exception. Et donc, vous pouvez calculer le nombre de solutions que l'on a. En théorie des représentations, on a aussi un très joli théorème de dénombrement qui vient du fait que le delta E, donc delta E, c'est la fonction caractéristique de E, c'est la fonction qui a un élément du groupe donne 1 si G égale E et 0 sinon, eh bien, peut se calculer grâce à la représentation régulière et se voir sur la table des caractères. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu plus difficile. Revenons à des choses plus simples, la réduction. Donc quand on a une équation dans Z, eh bien, on peut la réduire modulo P, puis ensuite l'étendre, c'est-à-dire regarder des solutions, mais les regarder dans des extensions de Fp. Donc de Z, on passe à Z sur Pz, et après on passe à Fq. Alors pourquoi on passe dans Z sur Pz? Parce que là, on a Lagrange, on a des théorèmes, on a des théorèmes, par exemple, pour les formes quadratiques sur les corps finis, parce qu'on a du dénombrement, ce dont on vient de parler là, parce qu'on a des actions de groupe avec des groupes que l'on sait dénombrer, et ensuite, on essaye de remonter les résultats de Z sur Pz vers Z. Et là, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des méthodes de descente de Fermat qui nous permettent de montrer, par exemple, qu'il n'y a pas de solution non triviale à une certaine équation. Voilà. Bon, on verra ça un peu plus tard, avec ça mélangé avec des méthodes de dénombrement aussi ici. Alors, évidemment, c'est un peu frustrant parce que souvent, quand on a des solutions ici, on ne peut pas remonter à Z, de Z sur Pz, même si on a des solutions pour tout P premier. Et ça, c'est... bon, par exemple, on a un exemple. Vous avez des polynômes cyclotomiques, comme x4 plus 1, qui se réduisent modulo P, quel que soit P premier, et qui pourtant ne sont pas réductibles sur Z. Alors là, il faudrait, mais là, c'est pas au programme, partir sur les p-adiques. C'est comme ça que, voilà, on a un lemme de Hensel, où on part sur les p-adiques pour pouvoir remonter dans Z, c'est-à-dire certaines complétions p-adiques. Bon. Alors bon, là, on a des principes de Haas, etc., mais c'est un petit peu plus compliqué. Passons au grand 4 avec groupe et géométrie. Vous avez les actions de groupe, donc sur l'ensemble des solutions d'une équation, l'action de groupe, on vient d'en parler, nous permet de comprendre un certain nombre de choses, parce que quand vous avez une solution, si vous arrivez à montrer que vous avez un groupe qui agit sur l'ensemble des solutions d'une équation, donc l'exemple des quadriques est parfait, mais d'autres, l'action de groupe permet, quand on a une solution, d'en avoir une autre et d'avoir toute une orbite de solutions à partir d'une seule solution. Donc ça, c'est pas mal. Et en plus, ça permet de les dénombrer. Voilà. Maintenant, il y a les problèmes de suite exacte. Par exemple, avec le symbole de Legendre, ou les suites exactes, finalement, on veut savoir combien il y a de carrés. Donc ça, c'est vraiment une équation arithmétique, savoir combien il y a de carrés dans un groupe. Et qu'est-ce qu'on va montrer? Les carrés, c'est l'image
de la fonction carré, qui est un morphisme, et on arrive à montrer que c'est le noyau de quelque chose d'autre. Et en deux temps, c'est-à-dire, dans un premier temps, montrer que l'image est incluse dans le noyau, et ensuite, montrer qu'on a égalité. Donc ça, c'est typique du symbole de Legendre, hein, qui donne lieu ensuite à la réciprocité quadratique, qu'on peut faire avec un dénombrement. Et puis, il y a les méthodes géométriques. Les méthodes géométriques, par exemple, vous voulez, hein, vous êtes sur x2 plus y2 égale z2, dans z, vous avez transformé ça en x2 plus y2 égale 1, mais dans q, cette fois-ci, en divisant par z2, parce que l'équation est homogène, et là, vous cherchez les points rationnels d'un cercle. Et là, vous paramétrez facilement, géométriquement, voilà, hein, par des points de la droite, union l'infini. D'accord? Donc ici, on prend un point, et à chaque point ici, comme on a une courbe de degré 2, à chaque point ici du cercle correspond un unique point de la droite et inversement, à condition qu'on ait enlevé celui-ci qui va se retrouver à l'infini. Donc ça nous permet de paramétrer, c'est la paramétrisation par la tangente de l'arc moitié, hein, vous connaissez. Et ça, ce sont des méthodes purement géométriques qui nous permettent de paramétrer, comme ici on paramétrait avec le lemme de Gauss. Mais il y a mieux que ça, c'est-à-dire ça peut se généraliser, parce qu'il y a une structure de groupe sur les coniques, ça qui est intéressant, c'est-à-dire que quand vous cherchez une équation de degré 2, les équations de type Pell-Fermat, etc., eh bien, vous ramenez à chercher des points rationnels sur une conique, ou des points entiers sur une conique, et là, vous avez directement sur la conique une structure de groupe. Et cette structure de groupe, à partir du moment où vous avez un point, vous pouvez chercher ce point au carré, ou ce point multiplié par un autre point, et en fait, si vous arrivez par exemple à avoir un générateur de ce groupe, si le groupe est monogène ou quoi, ça vous donne toutes les solutions. Ça, c'est des méthodes de Mordell qui sont vraiment très intéressantes, et qui se sont généralisées, parce que finalement, on a remarqué qu'on pouvait avoir une structure de groupe sur ce qu'on appelle les courbes elliptiques, et ça s'est mis à avoir toute son importance dans le monde des codes. Alors, on s'est mis à coder, à faire du codage en utilisant des courbes elliptiques. Voilà des petites choses qu'on peut raconter. Alors, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux, il y en a pour tout. Moi, je vais essayer de parler maintenant de résultats en donnant des références, en espérant que ça vous donne des idées. Évidemment, ça devient une leçon fleuve, avec énormément de culture à dire, où la difficulté, toute la difficulté, c'est plutôt de classer les choses et d'arriver à tirer un certain recul sur la classification. Et maintenant, on va attaquer les résultats. Donc, voilà.